Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver une fois de plus pour un nouvel épisode du podcast Culture Nutrition. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Hugo Faquin, qui est le cofondateur de Cure, une start-up dans le secteur des compléments alimentaires. Et avec Hugo, on va parler évidemment des compléments alimentaires, de la nutraceutique. On va parler aussi d'entrepreneuriat, puisque Hugo est un véritable entrepreneur qui n'en est pas à son coup d'essai, si j'ai bien compris d'ailleurs. Donc tout d'abord, bonjour Hugo. Eh bien bonjour Grégory, ravi d'être là et merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Tout d'abord, comment vas-tu? Écoute bien, le printemps se dessine donc c'est assez agréable et puis hâte de la suite. Ouais, je pense qu'il y a pas mal d'actualités et ça bouge C'est bien sûr. chez Cure, donc tu vas nous raconter tout ça. Moi, je suis hyper content de te recevoir également parce qu'on s'est croisés, pour donner la petite histoire à nos auditeurs, on s'est croisés il y a quelques semaines à l'assemblée générale du Synadiet, le syndicat des compléments alimentaires. On était connectés de loin, mais on s'était jamais rencontrés en vrai. Donc, on a eu l'occasion de papoter à ce moment-là et je me suis dit qu'il fallait absolument que tu viennes sur le podcast pour témoigner de ton aventure entrepreneuriale et de ta façon de voir et d'appréhender ce marché des compléments alimentaires. Donc, on va pouvoir rentrer dans tout ça. Pour commencer et pour te présenter, donc Cure, ça s'écrit en 5 lettres parce qu'il y a 2 U, même si ça s'entend Tout pas à fait. forcément. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter en 5 mots? C'est un exercice difficile. En 5 mots, écoute, entrepreneur, j'ai vraiment le droit qu'à 5 mots? Ouais, s'il y a 6, s'il y en a 6, ça ira aussi. Alors, entrepreneur, innovateur, voyageur, marseillais, parce que je suis un peu obligé quand même de le mentionner. Et un cinquième, ah, engagé. Très bien. Très bien, très bien. Et je pense qu'on retrouve pas mal de ces mots-là dans la culture et dans le développement de l'entreprise. On va y revenir. Tout d'abord, si on commence à parler de la marque Cure, qui s'écrit, comme je le disais, avec 2 U, pourquoi et d'où vient ce nom? Parce que si je me souviens bien, quand vous vous êtes lancé, il se trouve que en quelques semaines ou en quelques mois de temps, il y a au moins 3 ou 4 marques qui se sont lancées et qui avaient une sonorité assez similaire sur le marché des compléments alimentaires. Ouais, écoute, alors l'histoire du nom, c'est assez, c'est assez rigolo. Donc, on a lancé Cure avec mon associé Jules Marcilassi, qui est un ami. On a commencé il y a pile 4 ans, en 2019. Et en effet, on voulait un mot déjà qui était international, parce qu'on a une ambition internationale. Et on est maintenant d'ailleurs déjà euh, à à 50% en dehors de la France en termes de chiffres. Donc c'était important pour nous qu'il y ait un mot qui soit compréhensible dans une multitude de langues, qui soit relativement court et impactant, qui représente finalement la mission et l'ambition qui est la nôtre. On voulait qu'il ait une forme de modernité également. Euh, on voulait qu'il représente à la fois la santé, la science, la personnalisation, qu'il soit suffisamment large pour pouvoir accueillir toutes nos idées et en même temps suffisamment précis pour qu'il soit évocateur. Donc voilà un peu tous les critères qu'on avait. On a, comme souvent et comme pour beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas je suppose, pas mal brainstormé, réfléchi, tourné les choses un peu dans tous les sens. Et puis on est arrivé sur Cure parmi d'autres. Et en fait, ce qu'on aimait bien dans le Cure avec le double U, c'est qu'on arrivait il y avait une forme de symétrie qui se dégageait, et puis on arrivait avec le double U, et donc le U central, à matérialiser la personnalisation. C'était un peu le You de Your Cure, quoi. Et Mmh. d'ailleurs, le URE, c'était un peu Your Cure. On le tournait un peu, on trouvait il y avait cette logique-là. C'est une logique d'un point de vue branding qu'on a finalement peu exploité, hein, si Ouais, je parce suis que c'est la honnête. première fois que j'entends cette histoire, j'avais pas fait le lien avec le you. La seule fois où je la raconte, c'est dans les podcasts ou quand les gens me demandent l'origine du nom. Mais c'est vrai que sinon, non, mais c'est assez rigolo parce que au début, on trouvait enfin, on trouvait ça pertinent et intéressant. Puis au final, on l'a jamais vraiment exploité. Ça viendra peut-être.
Mais voilà l'histoire. Et en effet, pour commenter la deuxième partie de ton propos, il y a notamment une boîte qui s'appelle Epicure, Oui, qui est qui s'est française aussi. lancée, qui est française aussi, qui s'est lancée à peu près quelques mois avant nous, enfin à peu près dans les mêmes eaux. Enfin, ils ont commencé à bosser avant nous, et puis ils ont lancé officiellement, ils sont sortis de terre après nous, mais quasiment concomitamment. Et c'est vrai que c'était assez rigolo qu'on ait des noms relativement proches, mais c'est un vrai hasard. C'est un Hein. pur hasard, ouais. Oui, c'est un pur hasard. De toute façon, c'était ni dans leur intérêt ni dans le nôtre. T'en évoquais d'autres, peut-être qu'il y en a d'autres mais qui En m'échappent. fait, en Belgique, au même moment, il y a eu Kurmi qui s'est lancé Ah oui, c'est ça. avec un Q, du coup. Alors ils ont changé de nom depuis, ils s'appellent Compliment, mais D'accord. à la base, ils sont lancés exactement en même temps que vous, effectivement sur cette même sonorité. Donc ça faisait 3 marques qui se Ouais, ouais. ressemblaient beaucoup, beaucoup. Bah, c'est assez rigolo, mais enfin, en tout cas, nous, de ce qu'il en est de notre histoire, je peux te garantir que c'était un véritable hasard. Mais après, d'un point de vue, en essayant d'être un peu plus, en prenant un peu plus de hauteur, je pense que c'est un peu comme tout, quoi. On n'est jamais vraiment seul à avoir des idées. On a la sensation toujours qu'on est assez unique et qu'on se dit qu'on a une idée révolutionnaire, mais globalement, souvent les idées ont déjà été eues. Et après, c'est plutôt une question d'exécution Bien sûr. et de développement. Donc finalement, je suis presque pas tant étonné que ça qu'il y ait des espèces de consonances ou de similitudes. Et c'est plutôt ça. Complètement. Alors tu peux nous en dire plus sur le concept de cure? Parce qu'on a parlé de personnalisation. C'est quoi le pitch de la marque? C'est une excellente question. Écoute, si je reviens un peu à la genèse, en effet, euh, nous, avec Jules, on a lancé Cure avec une mission qui était assez claire, qui était vraiment et qui est toujours d'ailleurs, d'améliorer la santé de chacun en offrant une expérience personnalisée euh, qui repose sur deux grands piliers qui sont la science et la tech. Je sais que tu voudras en parler, donc je ne vais pas trop m'éterniser sur ça. Mmh. Et avec cette ambition, en tout cas cette vision, cette volonté de développer ce partenaire, ce réflexe dans la prise en charge de son bien-être, la prise en charge de soi, la prise de soin de soi, la santé, et vraiment d'avoir cette volonté de pouvoir répondre à l'ensemble des enjeux du consommateur dans son unicité, dans sa complexité, sur des problématiques ponctuelles, récurrentes, cycliques, qui puisse se tourner vers Cure et trouver la solution, le produit, le service, le contenu, enfin, voilà, qui correspond à ce besoin. Et nous, on est assez persuadés qu'il y aura un acteur. Est-ce que ce sera nous? J'espère, mais il y a pas mal d'acteurs qui ont cette logique-là, cette vision-là. Au même titre que les idées, les visions, c'est souvent aussi partagé, et tant mieux. Qu'il y aura un acteur du coup qui arrivera à façonner cette plateforme, cette expérience pour le conso. Et nous, on a décidé spécifiquement de commencer avec un angle très direct to consumer, donc de créer vraiment cette marque et ce lien avec le consommateur directement autour du complément alimentaire. Avec donc une expérience qui est aujourd'hui qui a beaucoup évolué, mais qui est relativement similaire à ce qu'on a lancé initialement, donc avec un test en ligne, un questionnaire, avec une soixantaine de questions, avec des questions lifestyle, des questions assez génériques sur ton genre, sur ton âge, etc. Des questions sur tes habitudes alimentaires, sur tes habitudes de vie, sur les problématiques que tu as envie d'adresser, et d'ailleurs avec des sous-questions, je dirais, au niveau de ces problématiques, pour aller plus loin, plus en profondeur, plus dans la granularité. Et à la fin de ce questionnaire, il y a un algorithme qui tourne et qui va recommander entre 3 et 8 compléments alimentaires qui correspondent finalement à ton profil et à tes besoins. Et donc cette expérience en ligne, elle se traduit en une expérience physique avec des cures personnalisées de 30 jours, avec 30 sachets personnalisés de prise quotidienne. Et au sein de chacun de ces sachets, qui sont eux-mêmes personnalisés, il va y avoir écrit bonjour Grégory dessus. Au sein de chacun de ces sachets, oula, c'est dur à dire, il va y avoir exactement du coup la sélection de compléments que tu te seras vu recommander en ligne. Donc là, l'idée vraiment de ce format, c'est d'apporter un format pratique, un format finalement assez ludique pour créer cet engagement avec la manière de prendre soin de soi. On sait que c'est souvent une problématique dans les compléments alimentaires et pas que, même dans les médicaments, euh,
des abandons de protocole assez rapidement finalement. Ce qu'on Et appelle donc, l'observance. exactement. Et finalement, nous, d'avoir cette innovation en termes de format vient maximiser en fait l'observance et in fine, du coup, maximiser l'efficience des cures, puisque finalement, d'un point de vue assez logique, plus on prend de manière assidue, plus la cure est efficiente. Donc il y a à la fois cette logique scientifique derrière le format et cette logique pratique et engageante. Et enfin, il y a toute une logique également de suivi dans ta cure. Donc, alors initialement, on n'avait pas tout ça, mais maintenant, on l'a développé au fil du temps. On a donc des applications de suivi euh, de santé qui permet au consommateur de suivre s'il a bien pris sa cure, comment il se sent, certaines problématiques assez spécifiques s'il décide de les suivre. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un dialogue et une compréhension de ce qui marche et d'ailleurs de ce qui marche pas également. Hein. Sur les cures personnalisées des consommateurs. On a également de la téléconsultation avec des nutritionnistes qui sont susceptibles de donner une autre perspective et continuer d'accompagner le conso dans son expérience. On a également toute une expérience en ligne qui est relativement équivalente à une forme de checkpoint, en fait, où à la fin de chaque cure, on va essayer de faire un bilan pour essayer de comprendre ce qui a fonctionné, moins fonctionné, quelle est l'évolution aussi des besoins du consommateur. Donc voilà, donc on a vraiment aussi toutes ces briques-là d'engagement. Ouais, donc vous avez vraiment développé tout l'aspect serviciel autour des produits. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire, si tu veux, initialement. Et comme tout le côté très entrepreneurial, hein, on a commencé avec quelque chose de précis, et puis progressivement, on a ajusté, adapté, fait évoluer, rectifier, mais toujours dans cette optique de vision assez large, en fait, vraiment d'arriver à avoir cette expérience assez 360 de santé intégrative, en fait, pour le consommateur. Et là, j'ai vu, vous venez d'ajouter, alors je ne sais pas si c'est récent ou pas, mais ça a l'air daté de 2023, un nouveau service microbiome Ouais, sur votre absolument. site. Ouais. Alors absolument, donc pour l'instant, alors ça, il y a un certain nombre de choses. Ça s'inscrit vraiment dans cette logique, encore une fois, de vouloir accompagner de manière 360 le consommateur, avec, si tu veux, cette espèce de triptyque, euh, toute la partie compréhension et analytique au niveau du consommateur en amont. Donc, historiquement, c'était beaucoup cadré par le questionnaire en ligne, mais progressivement, on veut rajouter d'autres manières d'appréhender le besoin du consommateur, de le valider aussi. Donc, dans ce cadre-là, on a lancé les tests de microbiote. Je pourrais revenir un peu plus spécifiquement dessus. On est en train de bosser sur un certain nombre d'autres tests également. On réfléchit aussi à d'autres manières de collecter des données sur le consommateur. Alors attention, je ne veux pas faire peur. L'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre le consommateur. C'est pas de valoriser la donnée de quelconque manière. D'ailleurs, tout est sur des serveurs santé et, extrêmement protégés et anonymisés d'ailleurs. Mais bref, donc il y a toute cette partie-là en amont du triptyque. Ensuite, il y a la partie, maintenant on a compris ce que tu étais, voilà la solution. Donc là, c'est produits, services, contenu, peu importe. Donc on a commencé pareil, le premier produit c'était les cures de compléments alimentaires personnalisés, mais on a développé d'autres produits, donnes galéniques, des services type téléconsultation, etc. Et enfin, la troisième partie de ce triptyque-là, qui est un triptyque spécifique à cure, hein, c'est un triptyque de santé et de manière de prendre soin de soi, qui est la partie accompagnement. Donc vraiment de te guider tout au long de ton expérience. Voilà. Donc là, c'est typiquement les applications de suivi. Et donc vraiment, c'est ce triptyque-là qu'on essaie de mettre en musique. Et il y a plein de manières de le faire. Il y a plein de super startups et pas que d'ailleurs d'entreprises, d'entrepreneurs qui bossent sur ces sujets, sur des petites briques. Nous, on considère on espère en tout cas pouvoir jouer le rôle de cette espèce de comment dire de module qui factorise un peu tout ça, qui arrive à bien aligner les D'agrégateur un peu. planètes, Ouais. d'agréger, avec des choses qu'on développe nous, bien sûr. Pour l'instant, d'ailleurs, tout ce qu'on fait, c'est nous qui le développons. Oui. Mais on n'exclut pas du tout justement de faire des partenariats assez forts avec soit
en amont des entités de recherche. C'est ce qu'on fait sur le microbiote, je pourrais l'évoquer, et même plus en aval avec d'autres boîtes qui vont être susceptibles de développer des technos spécifiques pour une des parties de ce triptyque-là, des produits, enfin bref. Donc voilà un peu la démarche. Et en effet, donc le microbiote s'ancre très bien dans cette dynamique et cette perspective-là. Et alors ça fait longtemps qu'on bosse dessus, parce que ça fait à peu près 2 ans qu'on bosse dessus. Ça Euh, consiste en quoi? alors, Une analyse du microbiote et après vous faites des préconisations de produits et des conseils associés? analyse du microbiote intestinal, hein, je précise, Mmh. puisqu'il y a plusieurs microbiotes. Mmh. Et alors, aujourd'hui, on le pousse peu aux consommateurs. La majorité des consommateurs qui l'ont testé là depuis 1 an sont des consommateurs qui ont été dans toute une phase bêta. La chaîne de valeur microbiote, il y a toute la partie donc séquençage en amont. Enfin, d'ailleurs, qui n'est pas en propre. Hein. Nous, on le fait avec un certain nombre de partenaires externes. On ne fait pas le séquençage nous-mêmes. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que l'industrie au global sait bien faire, hein, la partie séquençage. Donc, vraiment la partie mesure, finalement, du microbiote. Ce qu'on sait beaucoup moins bien faire, c'est l'interprétation de ce résultat. Donc, OK, on a plein de données, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment on est capable de préconiser quoi que ce soit ou de guider le consommateur ou enfin le patient à travers ces données. Donc nous, ce qu'on a fait au niveau de la chaîne de valeur, c'est pour le coup, on a créé des modèles de métagénomique, enfin de machine learning adapté à métagénomique, euh, qui tournent sur des bases de données pour essayer justement de comprendre et d'extrapoler ces données-là. Et toute la, toute la subtilité de ce genre d'innovation, c'est que aujourd'hui, si on est tout à fait honnête, sur l'ensemble des data qu'on a, on est capable d'en exploiter une infime partie. Donc la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de données qu'on a, on ne sait pas trop à quoi ça correspond et comment on peut les utiliser. Nous, notre démarche, c'est de dire, OK, la recherche, c'est très bien séquencé. Cherche à savoir, et d'ailleurs, c'est assez unanime au niveau global de dire que le microbiote est quand même un des axes futurs au niveau scientifique et médical. Euh, mais en fait, aujourd'hui, voilà, on ne sait pas encore l'interpréter et on ne sait pas comment encore le mettre en action concrète. L'un des grands manquants dans cette chaîne, c'est justement le dialogue avec le consommateur, la capacité à déterminer un cadre de recherche, des cohortes de référence qui soient claires, ciblées, saines ou pas d'ailleurs, qu'on peut suivre dans le temps, etc. Et nous, en fait, on a toute cette agilité-là. On a déjà énormément de données sur le consommateur, on est capable de les segmenter de plein de manières. Aujourd'hui, on a plus de 150 000 consommateurs uniques. On a énormément de critères sur eux. On a des manières de dialoguer avec eux au quotidien, avec typiquement ces applis de santé. Donc, en fait, nous, on a toute l'ossature exécutionnelle de ce lien direct-consumer, grâce à ce lien direct-consumer, que n'ont pas, par exemple, des gros labos de recherche qui vont être plutôt B2B2C, qui vont pas avoir forcément cette capacité-là. Et donc, nous, la logique, c'est de dire, on est très tech, donc on sait créer des modèles de machine learning, etc., ça, on sait le faire. On est très digital, en fait, parce qu'on est capable d'avoir ce lien-là. Et donc, bossons ensemble avec les entités de recherche pour essayer justement de faire travailler ces modèles-là, parce que c'est ça le cœur du réacteur, et d'essayer de comprendre ce qui marche pas. Et progressivement, on va essayer, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais je l'espère, de contribuer justement à la compréhension du microbiote et progressivement à dégrossir en fait le sujet. Donc ça, on a fait ça pendant 1 an, on a fait tourner ce modèle sur un certain nombre de corps de référence existantes dans la bibliographie scientifique qu'on a réussi à agréger. On a commencé à le tester sur un certain nombre de nos consommateurs qui étaient consentants bien sûr et qui ont voulu faire partie du sujet. Et maintenant, on arrive à quelque chose qui nous semble relativement satisfaisant, qui encore à des prémices très très initiales de ce que j'espère ça pourra être dans le futur, mais ça a le mérite d'exister. Et donc du coup, progressivement, on continue de le tester. C'est pas du tout quelque chose qu'on market, qu'on essaie de pousser à la vente d'un point de vue business. Hein. C'est quelque chose qui est plutôt pour l'instant assez préservé.
puisqu'on est encore dans cette phase, allez, la V0.3 de la recherche. Et l'expérience concrète, parce que j'ai beaucoup digressé et j'ai pas vraiment répondu à ta question, c'est que en effet, là, tu as un questionnaire un peu dédié, qui est un peu twisté, qui peut être en parallèle de ton questionnaire existant. Ensuite, on va faire ce séquençage-là. On va, justement, via les modèles que je t'évoquais, avoir un premier prisme de lecture qu'on va te partager, qui va être aussi en comparaison avec un certain nombre de personnes qui correspondent à ta cohorte, ou à des cohortes similaires. Donc, on va te donner un certain nombre d'indicateurs. On va te donner un certain nombre de conseils nutrition pure, alimentaire, qui sont pas complets. Enfin, on va pas essayer de te pousser les compléments. Et en effet, il y a aussi des programmes de compléments alimentaires qu'on ne pousse pas systématiquement d'ailleurs, en l'occurrence, si c'est pertinent d'un point de vue scientifique, et que le consommateur est tout à fait libre d'actionner ou pas. Voilà, j'ai été très long sur cette réponse, mais... Non, très bien, très intéressant. Alors je rebondis sur, tout cet aspect tech. Ouais. On sent que c'est quelque chose qui est très, très développé chez vous, et en plus, en interne, puisque vous avez beaucoup internalisé cette compétence tech, y compris sur, toutes les applis que vous développez, en interne. Du coup, est-ce que Cure, c'est une boîte qui est plutôt Nutra ou plutôt une boîte tech? C'est une très bonne question. Écoute, nous, on se définit avec cette espèce de proposition à rallonge un peu barbare, mais on dit qu'on est une consumer health tech. Voilà comment on se définit. Consumer et health tech, l'un et l'autre, ça existe. Consumer tech, ça existe. Consumer health, ça existe. Voilà, nous, on est un peu les trois. On est C'est consumer parce intéressant. qu'on est profondément animé par une mission conso, parce qu'on est D2C, parce qu'on a ce lien avec le consommateur, parce que c'est au cœur en fait de ce qu'on propose quand même. Donc on est consumer. L'objectif, c'est que le consommateur soit satisfait. Notre mission, elle est pour notre consommateur. Donc on est éminemment consumer. On est health. Alors bien sûr, il y a de la nutra. On pourrait dire on parlait de nutriscience aussi un peu. Mais on aime bien, alors pas par présomption, mais aller un peu plus loin que simplement la nutra, puisque on considère qu'il y a un certain nombre de choses, de services qu'on est capable d'amener qui va au-delà de la nutra. Et la santé, le côté health, et désolé pour tous ces anglicismes, hein, mais va, enfin, voilà, c'est pas que médical, c'est-à-dire qu'il y a plein de manières de prendre soin de soi, et il y a plein de manières d'avoir un prisme de lecture santé. Et puis la partie tech, en effet, comme tu le dis, est un élément hyper structurant chez Cure, et surtout qui est vraiment quelque chose qui nous permet en fait de faire. C'est vraiment ça qui est au cœur du réacteur par rapport à toute la proposition de valeur pour le consommateur, par rapport à notre manière de faire notre R&D. On a vraiment ce côté très data en fait aussi, qui nous permet de constamment être en mouvement et de s'améliorer et en fait c'est une espèce de travail continu. C'est une optimisation continue sur tous ces algos de reco, sur toute cette compréhension consommateur. Un exemple que j'aime bien donner, mais qui généralement parle pas mal, c'est que nous, on va avoir un ensemble de données sur le consommateur initial. On a tout l'historique on a notre algo, puis tout l'historique de cet algo. On va recommander une sélection de compléments qui nous semble être la plus pertinente pour ce consommateur à cet instant. On va suivre le consommateur, et puis in fine, il va nous dire ça a marché, ça a pas marché, ça a moins bien marché. Voilà. Ça crée une boucle, en fait. Et en fait, on va dire, ça a marché pour telle typologie de consommateur. Donc, ça va plutôt renforcer cette recommandation. Donc, en amont, en fait, pour le consommateur d'après, ce lien-là, qui est similaire, le consommateur similaire, ça va renforcer ce lien. En revanche, des produits qui ont moins marché, ça va plutôt le déclasser. Et en plus de ça, ça va être à la fois utile d'un point de vue tech, parce que ça va nourrir l'algo de manière directe. Et donc, du coup, l'algo va s'auto-ajuster. Même s'il y a toute une couche humaine et scientifique derrière, hein. C'est pas que en pleine autonomie, mais il y a cet élément-là. Et puis ça va nourrir notre département R&D, qui va dire ok, là on se rend compte que quand même pour tel sous-segment de typologie de conso et qu'à telle typologie de problématique,
qu'on recommande jusqu'alors, ou les formulations qu'on a, ou l'actif qu'on a, ou les produits en synergie qu'on a recommandés, ça fonctionne pas, ou pas assez bien avec nos critères d'impact. Qu'est-ce qu'on peut développer, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la bibliographie scientifique, qu'est-ce qu'on pense notre comité scientifique qu'on pourrait faire en produit ou en service, etc. Donc en fait, ça crée cette espèce de mouvement perpétuel. Si tu fais tendre ça vers l'infini, ça pourrait tendre vers une infinité de produits qui correspond à une infinité de sous-spécificités d'un conso. Mais tu vois, pour donner un ordre de grandeur, on a quand même commercialisé plus de 130 000, si je dis pas de bêtises, combinaisons uniques déjà. Donc en fait, on a déjà développé, enfin tu vois, on a déjà commercialisé une pas une infinité vu que c'est fini en l'occurrence, mais un nombre significatif de combinaisons. En tout cas, ça ressemble à de la vraie personnalisation parce que c'est ça souvent qu'on reproche aux gens qui font de la personnalisation, c'est que ce soit pas véritablement personnalisé et qu'au final, le questionnaire ou l'algorithme te redirige vers des formules sur l'étagère. Exactement. Alors ça, ça a été ça c'est la grande complexité de ce qu'on fait, hein, Oui, pour être honnête, parce qu'il faut savoir alors, le faire fondamentalement d'un point de vue scientifique, alors cet algo-là, oui, c'est complexe, mais c'est pas la seule brique de complexité. La complexité, c'est aussi de le produire d'un point de vue physique, tout l'aspect logistique derrière, et façonnage, etc. Et puis de le faire monter à échelle d'un point de vue industriel. Donc, c'est vraiment toute la mise en musique de tout ça qui fait la complexité. Et en effet, pour le coup, ça, c'est un élément qui est structurant au niveau de notre différenciation, c'est-à-dire que dans toutes ces boîtes qui disent faire de la personnalisation, on fait partie des de celles qui en seuls font le au plus. monde qui en font vraiment. Oui. Enfin, je Euh, pense à une autre. Pour moi, il y en a une autre qui en fait de la vraie et peut-être même de la plus poussée que vous dans la Ah, ça, c'est mesure possible. Ça, où c'est possible. il fabrique vraiment du produit à l'unité. Je pense que c'est ça C'est quoi? T'as quoi en l'enjeu. tête? Je pense à Nourished Nourriche, au UK parce qu'ils ouais. font de l'impression 3D. Alors, beaucoup plus limité, je pense, dans la capacité à intégrer des actifs dedans parce que je pense qu'ils sont limités. Ils peuvent pas mettre n'importe quelle plante et ils sont T'as tout à limités fait en raison. place. Mais l'impression 3D me semble aujourd'hui être la vraie solution technologique pour faire de la personnalisation à l'unité. Alors, ça dépend ce que tu détectes. Alors, tu as tout à fait raison. Parce que là, tu associes deux problèmes. Tu associes la problématique de personnalisation au souci d'une observance maximisée, Oui, optimisée. C'est-à-dire le plus personnalisé à l'échelle du plus petit truc que tu peux prendre. mmh, Donc, en ce sens-là, en effet, les technos type Get Nourish, mais il y en a d'autres. Hein. Tu as de l'impression 3D de gélules, de comprimés. Aux US, tu as un certain nombre de boîtes qui existent hein, et de cellules de recherche qui bossent sur ça, et pas que pour la Nutra, hein, qui bossent aussi tu peux sur ça pour citer la. des marques que vous Euh, regardez aux US? comment elle s'appelle? Alors c'est des boîtes c'est des boîtes de recherche assez niches. Hein. Comment elle s'appelle? Là de tête, celle qui fait de l'impression, c'est du B2B. Non, ça m'échappe, mais je te l'enverrai. Je te Mmh? l'enverrai. Ouais, avec plaisir. Vraiment là, c'est de l'impression. Imagine un Get Nourished, mais c'est de l'impression 3D de capsules et de comprimés. C'est vraiment ça. Et c'est plutôt appliqué à la sphère pharma, hein, à la sphère Nutra, mais le champ d'application est similaire. Après, Get Nourished, la réalité, c'est qu'ils ont un nombre d'actifs qui est très limité. Ils ont un espace qui est très limité. Parce que quand tu fais des vitamines, des minéraux, c'est OK. Dès que tu commences à faire de la phyto, c'est pas possible. Il faut mettre 100, 200, 500 Voilà. milligrammes d'un ingrédient, ça prend toute la place. Quand tu fais du gummies, enfin, parce que c'est du gummies, Get Nourished, tu es obligé de chauffer significativement Donc ça abîme ton les actif. actifs. Donc ça abîme les actifs. Donc il y a d'autres facteurs limitants. Mais c'est vrai, là, tu as tout à fait raison. Et nous, on est très en veille, on regarde beaucoup et on teste aussi pas mal de choses, euh, justement pour essayer de maximiser ça. Mais si tu veux, c'est en effet ces mouvances-là, il y en a, et c'est assez finalement dur à exécuter. Et c'est là où il y a la clé d'après moi. Et je pense qu'il y a encore pas mal de choses. Hein. Il y a encore pas mal de choses qui peuvent être, d'un point de vue technique, qui peuvent être développées, qui seront probablement développées pour arriver à résoudre un peu cette équation de ultra personnalisation sans démultiplier le nombre de prises ou l'observance. Mmh.
Pour illustrer ce côté très tech qui vous est spécifique chez vous, c'est combien de personnes l'ensemble de la boîte et combien de personnes dédiées aux aspects tech? Ouais. Écoute, dans l'ensemble, on est une quarantaine maintenant. Mhm. La tech, enfin, toute la sphère tech, parce que dans tech, il y a backup, il y a data, il y Oui, a tout compris, y tout compris le site compris, internet, etc. tout compris. Il y a un gros quart, il y a une grosse dizaine de personnes Ouais, dédiées à donc la tech. c'est une vraie équipe, quoi. Donc, Ouais, là, je crois si je dis pas de bêtises, on doit être 11 ou 12. d'accord. Non, je pense que c'est ça qui est très Quand je dis différent on, moi, je aujourd'hui fais dans pas la grand tech. chose sur la tech, hein. Ça, C'est plutôt c'est mon plutôt ton associé. associé qui a la casquette tech dans la Ouais, boîte? ouais. Moi, Ouais, je suis plutôt le conteur d'histoire. d'accord. Et C'est comme ça que vous êtes répartis les rôles entre les deux associés? écoute, c'est assez rigolo nos histoires. Enfin rigolo, je sais pas, mais nous on a des parcours assez classiques. Moi j'ai fait une école de commerce, Jules a fait une école d'ingé. Enfin, classique par rapport à quoi? Oui, non, pardon, non, mais ce que je veux dire, non, mais dans le sens qui est pas, enfin, on n'a rien fait de particulièrement extraordinaire, c'est ça que j'ai envie de dire. Euh, et, euh, et du coup, moi, on s'est rencontrés aux États-Unis. On a eu tous les deux fait le début de nos carrières. Moi, j'ai eu une première aventure entrepreneuriale déjà en consumer, déjà online, déjà dans cette sphère un peu. Plutôt dans le Euh, food? ouais, c'est ça. Nous, on faisait en quelques mots, on faisait des box d'abonnement en gastronomie internationale. Donc, on faisait un peu, il y a des boîtes assez connues en France. Comme Kitok un peu? Alors, Kitok font du frais. Nous, Ok. c'était plutôt de la discovery, donc sur des produits d'épicerie fine. L'idée, c'était vraiment de faire découvrir aux Américains la culture internationale. C'était plus une logique à la Birchbox, à la My Little Box, etc. Ce genre de Sur un business. système d'abonnement. Exactement, système d'abonnement. Et tous les mois, c'était un pays différent. Et puis, tu découvrais une dizaine de produits astro du pays. Et puis, ensuite, on avait un e-commerce sur lequel tu vendais les produits à l'unité. Donc, si tu avais particulièrement apprécié un des produits dans ta box Thaïlande, tu pouvais acheter en e-commerce. Et pareil, on avait eu une trajectoire de croissance très forte. C'était une super belle aventure. On avait levé pas mal de fonds et puis on était monté à un peu plus de 20 millions de chiffre d'affaires annuel. Là, tu étais co-founder aussi, hein, tu n'étais pas salarié. Non, j'étais comment dire, late co-founder. Late En fait, founder, ouais. il y avait deux cofondateurs originels, un Français et une Américaine. Et moi, ensuite, on a été deux autres associés à se greffer au projet, mais dès les premiers jours. Hmm. Mais c'était pas mon idée, quoi. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Mais c'était déjà entrepreneurial, quoi. Tu n'étais Ouais, pas oui, c'était juste complètement embauché. entrepreneurial. Ah non, ouais, c'est ça. Ouais, moi, j'étais CEO. L'autre associé qui est arrivé était CMO. Et les deux cofondateurs originels étaient co-CEO. Ce qui, si je dois faire une digression, est pas forcément le meilleur setup d'après moi, hein, mais voilà. Pourquoi? Bref, d'avoir des co-CEOs, c'est avoir deux personnes qui font le même rôle. Il y a un problème de répartition Il y a un problème de des rôles, répartition, il y a un justement. problème de. Ouais, je pense qu'il y a un. Puis c'est souvent de l'ego, en fait, le côté CEO. Alors que ça devrait pas en être. Je parle sous le contrôle de Jules, mais je pense qu'il sera. Et là aujourd'hui, toi, tu es Moi, CEO je suis CEO, Jules et est Jules est CEO. CEO. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, du coup, j'étais en train de régresser sur ça, mais juste pour finir la petite histoire. Donc, moi, j'étais COO de cette première boîte. Et Jules, pour lui, a commencé, fait du conseil en strat d'abord, puis il se sentait aussi très entrepreneur, a rejoint une boîte qui est une startup qui était déjà un peu plus mature, en tout cas que la mienne, puisqu'elle faisait déjà une vingtaine de millions. Et lui, il a coordonné la croissance de cette boîte jusqu'à une centaine de millions. C'était aussi une boîte consumer, aussi une boîte par abonnement, qui faisait de la lingerie en ligne, donc tu vois, rien à voir. Et lui, du coup, il a plutôt vu la deuxième phase d'échelle que moi, j'ai pas encore eu la chance de connaître. Et en fait, on a tous les deux des familles de médecins. On avait tous les deux envie de faire quelque chose à l'intersection entre ce monde consumer, tech, digital qu'on connaissait et qui nous plaisait beaucoup. Et en même temps, cette appétence perso et cette volonté d'impact perso par rapport à nos conjonctures familiales et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à mûrir la lecture. Et donc, Médecin nutritionniste en plus du alors côté de Jules, la Jules. maman, ouais, c'est ça. La Ouais, c'est ça. maman de Jules est docteur en nutrition et d'ailleurs,
Je la salue, Armelle, qui nous a beaucoup aidé, qui Elle fait fait partie de votre board scientifique? exactement, ouais, Ouais. tout à fait. Tu Et vu, j'ai bien travaillé mes tu fiches, bien hein. travaillé, hein, punaise. Et non, et oui, et merci beaucoup d'ailleurs à Armelle, à tout ce comité scientifique qui nous aide et qui nous a aidés, qui continue à nous aider. Ça a été très utile, et je pense que ça a été un peu une de nos chances, c'est-à-dire que, et Jules et moi, on avait pas mal de, voilà, de réseaux scientifiques, médical, etc. Donc c'est vrai, hein, une espèce d'avantage assez injuste, mais ça nous a beaucoup aidé parce que ni Jules ni moi n'avons ce background-là. Mmh. Et Et justement, c'était une question que je me posais, c'est que ne venant ni l'un ni l'autre de ce secteur, donc toi un petit peu parce que le foot c'est pas si éloigné, Jules pas du tout, donc la brique tech, je vois très bien d'où elle est venue. Par contre, pourquoi les compléments alimentaires? Pourquoi avoir décidé d'entreprendre dans ce secteur-là, alors que, vous n'aviez ni, d'attache ni l'un ni l'autre? bon, alors, des attaches directes, on n'en avait pas, mais Mmh. en même temps, on était consommateurs. Ah, vous étiez Euh, consommateur quand même? Ouais, ouais, bien sûr, bien OK. sûr. Jules, alors Jules, il le dit très souvent, mais en fait, sa maman, docteur en nutrition, lui recommande des compléments alimentaires personnalisés depuis qu'il est petit, quoi. Donc, ça fait 33 ans qu'il prend des cures de compléments personnalisés. Donc, oui, non, lui, il a toujours été complètement dedans. Moi, j'ai été dedans aussi parce que je prends des compléments alimentaires depuis toujours. J'ai des parents qui prennent des compléments alimentaires. Moi, j'ai pas mal. Euh, Enfin, mon père avait lancé des boîtes sur des sujets similaires et ou adjacents dans les années 80. Donc, moi, j'ai souvent baigné là-dedans. Euh, et puis, ouais, cette logique en fait de santé un peu plus intégrative, un peu plus holistique, même si j'aime pas trop ce mot parce qu'il peut friser avec, enfin, en tout cas, il peut être interprété comme ésotérique alors que c'est pas du tout le sens Lequel? du mot. Holistique ou intégrative? Holistique. Non, Holistique. intégratif, ça va. Mmh. Mais holistique, ça peut parfois être surinterprété ou mal interprété. Mais voilà, moi j'ai toujours en tout cas été élevé là-dedans, sensible à ça. Et en fait, voilà, le complément alimentaire s'y prêtait super bien en fait à notre démarche. Euh, et on a beaucoup, et on continue beaucoup d'apprendre, hein. Euh, Très honnêtement, nous on avait un regard initial de consommateur en fait, pas un Mmh. regard d'expert. Mmh. Et je pense pas qu'on soit des experts individuellement, en tout cas Jules et moi à ce stade. On commence à avoir développé une certaine expertise, certes, mais heureusement qu'on a nos équipes R&D en interne et notre comité Mmh. scientifique, et puis c'est eux qui incarnent vraiment le savoir scientifique, pas nous. Donc avec cette vision consommateur, vous avez eu les insights, l'envie d'entreprendre et vous êtes dit: «Tiens, ce marché, il y a quelque chose à faire». C'est un marché qui est encore pas très tech justement. Voilà, Ouais, non, c'était quoi votre point de départ? ouais, très honnêtement, alors c'est dur parce que je pense que en tout cas, dans notre cas, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont te dire il y a eu le point de bascule. Nous, je pense que c'est vraiment multifactoriel. Et puis, comme beaucoup de choses, tu vois, tu as une espèce de sensation, une espèce d'énergie. Et puis, plus tu avances, plus tu y penses, plus ça se condense. Et puis, ça devient quelque chose de concret. Je pense que nous, ça a été vachement ça, le processus. Donc voilà, il y avait ce côté très consumer, ce côté très santé, ce côté où on voulait avoir un peu plus d'impact. Jules, il vendait de la lingerie, moi je vendais de la food. Alors moi, la food international, c'était top. Moi, je suis passionné de voyage. Je disais dans ma présentation, voyageur. Et passionné de food, j'aurais pu le dire d'ailleurs aussi. Foodie. Donc c'était super sympa, mais si tu veux, l'impact in fine, il n'était pas difficilement mesurable et quantifiable. Et l'aventure était dingue, et c'était top. On a bossé avec plus de 60 pays, on a beaucoup voyagé et tout. Mais tu vois, in fine, l'impact que tu crées pour le conso était pas énorme. Jules, dans la lingerie, c'était pas non plus évident. Et on avait tous les deux envie d'avoir un peu plus d'impact. On avait ses familles de médecins, on avait envie de faire de la personnalisation. En effet, il y avait des facteurs marché. Bah oui, le complément alimentaire, c'est un marché encore pas forcément hyper digitalisé, ou pas forcément encore suffisamment, euh, en tout cas dans une espèce d'énergie d'innovation. Même s'il y a toujours eu des innovations hein, sur ce marché-là, bien sûr. Il y avait, nous, notre fibre un peu américaine, où en fait, on voyait aussi plein de choses qui bougeaient aux US sur ces sujets de nutraceutique. Et donc, évidemment, ça nous mettait un peu plus la puce à l'oreille. Enfin, voilà, tu vois, ça a été hyper multifactoriel. Et puis voilà. Mmh. Ça finit par se concrétiser, quoi.
Ça a été quoi vos inspirations américaines? Peut-être Care/of Ah oui, qui oui. était un concept qui cartonnait à l'époque? Non, non, clairement, c'est pour la petite histoire, j'ai donc mon ancien associé, qui était donc le CMO de ma première boîte, qui lui a monté une autre boîte toujours aux US, euh, que je salue, qui cartonne et qui est toujours un ami. J'ai un peu mûri l'idée de Cure, au moment où il était de passage à Paris, et puis je lui en ai parlé, et puis je lui ai dit, ah ben voilà, j'ai cette idée, j'aimerais faire ça. Et puis moi, mon idée initiale, c'était peu ou prou exactement la même chose, mais à la différence près, et tu vois, c'était les limites de mon savoir scientifique, mais je voulais faire des mix de poudre, moi. Dans des sachets, pareil, mais je voulais faire des mix de poudre. Parce que ça me semblait, on en parlait tout à l'heure, en termes de galénique, adapté, en fait. Et c'était une manière aussi de, tu vois, je me disais, on peut vraiment jouer sur la posologie spécifique. Ça faisait une vraie prise unique plutôt Voilà, que ça faisait d'avoir un côté plusieurs prise comprimés. unique, exactement. Bon, c'était, tu vois, c'était l'idée comme elle était à l'époque. Et qui a donc, je digresse 2 secondes, mais qui a donc très vite évolué, vu que dès qu'on a parlé à des connaisseurs et des scientifiques, on s'est rendu compte que, en tout cas, ça a limité énormément de notre capacité de notre champ d'action. Et on voulait pas ça. Et en effet, donc j'en ai parlé, il m'a dit, ah, bah, c'est top, mais attends, tu connais pas cette boîte aux US, Care/of? Alors moi, je venais de rentrer en plus, c'était une boîte new-yorkaise. Moi, je venais de rentrer quelques mois auparavant, même pas. Donc, j'étais vraiment passé au travers. Et il me dit, ah, tu connais pas cette boîte Care/of? Je crois que ça marche bien. Et en effet, du coup, on a regardé Care/of, et je pense que même ça d'ailleurs, hein, ce simple échange-là avait encore, tu vois, que je te disais que c'était multifactoriel, mais tu vois, c'était un petit fait de vue, un petit échange, une découverte qui avait dit, ah bah ok, en fait, ouais, c'est pas si con, on n'est pas seul à avoir cette idée, on en parlait tout à l'heure, on n'est jamais vraiment seul à avoir une idée, et du coup, presque tu vois, c'est prendre des risques, hein, c'est avoir des idées et c'est être capable d'avancer, d'être entrepreneur, mais c'est aussi bien, tu peux tellement être jeté dans un océan d'inconnu que c'est bien aussi de pouvoir se raccrocher à des trucs qui ont l'air de fonctionner. Et Qui Care/of, existe ça a déjà, bien été, sûr. bien sûr. Ouais. Et donc Care/of, ça a clairement été une inspiration. Ça a clairement été une inspiration, tout autant que Persona, qui étaient un peu les deux acteurs qui faisaient ça. Oui. En revanche, et ça dès le début, hein, on trouvait, et ça se voyait, et d'ailleurs, tu vois, c'est assez intéressant, c'était il y a 4 ans maintenant qu'on a commencé à bosser avec Jules. Care/of et Persona, ils n'ont pas trop bougé. En fait, ils n'ont pas fait grand-chose de plus. Tu vois, c'est la même chose. Alors, ils ont développé un peu des nouveaux produits, ils ont changé un peu de branding, mais bon, tu vois, ils sont restés sur une veine très spécifique. Et nous, dès le début, on avait vraiment une vision beaucoup plus large. Alors, nous, on connaît bien le fondateur de Care/of, on connaît pas du tout Persona, enfin, en tout cas, on n'a pas de relation. Mais si tu veux, ils étaient dans un play entrepreneurial très, très, voilà, on a un produit, une expérience et on la déroule. Ils avaient peut-être moins ce que nous on a, ou en tout cas ce qu'on a voulu créer pour l'instant, mais qui n'est pas forcément hyper visible, hein, on en parlait tout à l'heure. Et est-ce qu'on y arrivera? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est notre fil rouge. Je pense que le fil rouge est différent, et ce depuis le début. Vraiment dans cette logique d'avoir une expérience de santé intégrative holistique très tech, très health tech. Je pense que eux, ils sont très consumer, beaucoup plus consumer que tech. Et Persona et Care/of. Et nous, c'était cette brique-là qu'on a tout de suite voulu pousser un peu plus. Est-ce que ça sera payant in fine? Est-ce que c'est vraiment différenciant? On ne sait pas. Mais en tout cas, nous, ça nous correspond mieux, et on a l'impression que par rapport à l'impact qu'on est susceptible d'avoir et qu'on commence à avoir, tu vois, on le voit, on a des super retours, on a quotidiennement des dizaines de retours quali de consommateurs qui nous disent que on a changé leur vie, amélioré leur bien-être, et c'est hyper motivant. Mais est-ce qu'on y arrivera? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que dès le début, ça a été une très forte inspiration, et ça nous a permis, franchement, hein, très honnêtement, d'aller vite, probablement d'éviter de se poser des questions qu'on aurait pu se poser en se disant, putain, Care/of, Persona, comment ils ont fait? Donc ça nous a permis de faire ça. Mais toujours en ayant en tête, si tu veux, cette espèce de cap assez différent dès le début.
J'aimerais qu'on parle, finance maintenant parce que là aussi, je pense qu'il y a un autre élément qui vous différencie des autres boîtes de l'écosystème, c'est que vous avez levé pas mal d'argent. Donc, des levées de fonds dans l'écosystème Nutra, on en voit, il y en a déjà eu, mais, c'est quand même des gros montants parce qu'on parle de 10 millions pour la dernière, de l'automne 2022. Donc c'est assez peu courant finalement dans cet univers ou alors c'est des levées normalement qu'on voit plutôt sur des boîtes un peu plus matures qui font du capital développement. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout cet aspect levée de fonds qui est un peu nouveau dans la Nutra? Alors, bien sûr, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as des questions spécifiques? Est-ce que tu veux que je te raconte l'histoire? Qu'est-ce que... Ouais, l'idée c'est de dire, bon, j'imagine que vous avez besoin de lever des fonds parce que vous voulez aller vite et que ça va vite. Donc il y a des choses Ouais, financées pour du déploiement international, pour du développement tech, et cetera. Mais, qu'est-ce qui vous amène aussi à utiliser ce levier-là, bien sûr. qui était assez peu exploité jusqu'à maintenant sur le marché? Alors, écoute, bah, plusieurs éléments de réponse. Je pense que la réponse très résumée, c'est nous, en termes de typologie d'entrepreneur et en termes d'entreprise qu'on avait envie de monter avec Jules, on avait envie d'aller vite, de prendre des risques et de voir si ça marchait. On n'est pas du tout en train de revendiquer, ni Jules ni moi d'ailleurs, que c'est la meilleure manière d'entreprendre. Et moi, je le pense pas d'ailleurs. Euh, je pense que nous, ça nous correspond. Mais il y a plein d'autres manières de réussir. Et je pense qu'il y a souvent cette. Enfin, d'ailleurs, je viens de dire une énormité. Je pense pas du tout que lever des fonds, ça soit un marqueur de réussite nécessairement. Non, non, et c'est pas une C'est fin en c'est soi sou- non plus, hein. c'est souvent, malheureusement, et là je m'écarte un peu de la Nutra et je reviens plus sur cette espèce d'écosystème tech Oui, startup, ouais, exactement. La Startup où Nation, la French Tech, tout ça, voilà, on mesure c'est souvent le succès d'une boîte au montant des levées de fonds. c'est ça. Et il faut faire très attention à ça. C'est quand même très souvent faux. Oui, Les très belles boîtes sont. Il y a énormément de très belles boîtes qui n'ont pas ou peu levé, qui sont beaucoup plus sous le radar. complètement. Faut faire gaffe à cet écran de fumée-là. Donc, bon, parenthèse refermée. Maintenant, nous, on avait la volonté, et on venait tous les deux de ce monde-là. Moi, sur la première boîte dans laquelle j'étais, en tout, on avait levé une quinzaine de millions de dollars, au moins. Jules encore plus dans la sienne. On était sur des modèles justement d'accélération hyper véloce. Donc nous, c'était des modèles qu'on connaissait, qui nous plaisaient, enfin qu'on avait déjà expérimenté, qui nous plaisaient. Euh, et on avait envie justement de se donner les moyens d'aller vite, avec tout le niveau de risque qui vont avec. Parce que plus tu lèves les fonds, plus tu ancres des référentiels hauts, plus tu Plus tu as la pression. plus as la pression, plus tu es contraint de prendre du risque. Donc voilà, donc nous, c'était un choix déjà. Euh, et je pense qu'on avait, encore une fois, comme je le disais, ce biais-là. Et honnêtement, je pense que sans avoir levé de fonds avant, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Enfin, ça veut pas, on aurait continué, on aurait appris, on aurait peut-être été un peu plus intelligent, parce que plus t'es riche, plus t'es con, quand même, généralement. Parce que moins t'es agile, moins t'es capable d'aller Bah, chercher. c'est pas que plus t'es riche, plus t'es con, c'est plus t'es pauvre et plus t'es malin et t'es obligé Ouais, d'être astucieux. voilà. Non, mais c'est vrai, mais je pense Mm. que c'est assez important. Et nous, tu vois, on a levé là il y a quelques mois. Euh, et je vais revenir sur les raisons de pourquoi on avait. Mais tu vois, on s'attache vachement à garder, même en interne, cette culture un peu radine. Un sou est un sou, bien sûr. Voilà. Qui est Parce que, non, effectivement mais un des travers dans lequel tombent les boîtes qui lèvent beaucoup de fonds et qui se mettent à cramer du cash parce que voilà, exactement. elles comptent plus. Exactement. Donc voilà. Donc après nous, donc voilà un peu les raisons du pourquoi du comment. On a fait, c'était en fait notre troisième levée, deuxième et demi, je dirais, parce qu'on a levé un tour au moment du lancement avec Kima notamment, qui est le fonds Xavier Niel. de Xavier Niel et un certain nombre de BA. Puis on a très vite embrayé sur un tour aussi où en tout, du coup, ça nous a fait lever à peu près 2 millions. On a fait rentrer New Fund. Mm. Voilà, donc ça c'est. Et puis là, on a fait ce tour-là de 10 millions. Qui est La avec fi- un fonds français ou c'est un fonds Alors, étranger? non, il y a un fonds français, deux fonds étrangers. Ok.
plus Newfen qui est resté dans le tour. Et donc, il y a des fonds tech, il y a des fonds consumer et il y a des fonds plutôt industrie. Donc, tu vois, on a. Bon, bah, c'est intéressant aussi qu'un fonds tech investisse dans une boîte de la Nutra. Enfin, ça valide aussi votre modèle. Ouais, ouais, bah, c'est ça, ouais. Bon, après, après les fonds des thèses, elles sont plus ou moins spécifiques, etc. Mais ouais, non, c'est intéressant. Et pourquoi on en est là? Ben, si tu la fais en très simple, deux grands axes. La première, c'est continuer de nourrir cette vision et de continuer de la construire. Donc, c'est continuer d'investir beaucoup en tech, en data, en product, en R&D, en sciences, enfin, dans toute cette logique-là. Donc, vraiment de continuer de façonner cette expérience et de penser et de tester cette expérience 360 de prise en charge du conso. Ça, c'est vraiment de l'investissement pur par rapport à notre vision. Et après, il y a tout un temps beaucoup plus, je dirais, pragmatique, qui est plus d'expansion business, finalement, notamment sur le déploiement international. Qui est quelque chose qui est très fort chez vous, le déploiement international. Vous êtes présent dans 5-6 pays européens déjà? Ouais. Écoute, on a. Oui, la réponse est oui. On a PortSecure comme une boîte internationale. Notre ambition, elle est internationale, au moins européenne dans un premier temps. Déjà, je pense, d'ailleurs. On dit plutôt, on dit international un peu par excès de zèle, mais ouais, c'est surtout, c'est surtout européen pour l'instant. Oui, mais ce qui est déjà atypique parce que les compléments alimentaires, ça s'exporte pas énormément aujourd'hui et encore plus dans les petites boîtes qui en général se concentrent déjà sur la France parce qu'il y a beaucoup à faire. Tout à fait, mais tu vois, pareil, c'est une décision stratégique. Faut toujours faire gaffe, hein, on peut voir le verre à moitié plein et c'est top et on est content. Mais en même temps, on peut voir le verre à moitié vide. C'est vrai que bah, c'est beaucoup de temps, c'est des ressources, c'est du défocus, c'est du temps et des ressources que tu n'attribues pas à ton marché principal, à améliorer ton produit. Donc, et c'est aussi pour ça que tu les défends, c'est parce que ça te permet de prendre un peu plus de risques, ça te permet de déployer un peu plus de ressources, mais pas forcément, tu vois, dans une dépense de ressources efficiente. Et c'est là où on en revient à cette image de aller tourner positivement, moins t'as de sous, plus t'es agile. Donc oui, en tout cas, c'est un axe stratégique pour nous. On a pensé énormément de notre colonne vertébrale exécutionnelle autour de cette stratégie d'expansion internationale. Est-ce que ça finira par être profondément établi dans notre organisation? Je l'espère. Ça commence à ressembler, en effet, comme tu disais, à quelque chose. Donc Là, voilà. j'ai vu que vous recrutiez des gens dans les pays, là, carrément. Ouais, tout à fait. On a déjà en fait des personnes internationales en interne, par rapport au pays. Mais là, en effet, on continue de muscler ces équipes-là. Ouais. Alors, c'est quoi, du coup, les prévisions de croissance dans les 3-5 prochaines années? Oh, tu me poses une colle. C'est quoi le BP que tu as vendu? C'est quoi le Qu'est-ce que tu as BP? vendu au fond? Écoute, nous, on essaie. Alors, je vais te faire une réponse de Normand, mais on essaie toujours De Normand d'être. ou de Marseillais? Ou de Marseille, c'est ça. Ouais. Ah non, non, la réponse de Marseillais, j'oserais pas la dire. Le milliard. C'est ça, exactement, toujours plus. Non, mais alors, écoute, non, la réponse de Normand, c'est de te dire, nous, on essaie d'être assez raisonnable sur notre BP. Alors, raisonnable par rapport à cet écosystème startup qui a toujours tendance à inflater un peu ses BP. Nous aussi, hein, d'ailleurs, je n'ai pas du tout envie de taper sur. Ça nous C'est le arrive jeu. aussi, c'est un peu le jeu, en effet. Maintenant, après, je pense que plutôt si on se place côté Nutra, bah, évidemment, avec ces moyens qui sont les nôtres, bah, on a réussi à aller relativement vite. Donc l'idée, c'est quand même de garder une dynamique de croissance assez forte. Donc voilà, des multiples assez significatifs année sur année. Mais c'est aussi beaucoup, en tout cas, tu parles de 3 à 5 ans, je pense que déjà dans les 2 ans, c'est vraiment d'arriver à comment dire, finaliser vraiment cette expérience un peu holistique de prise en charge du conso. Je pense qu'il y a vraiment, tu vois, un objectif très orienté côté Qualitatif. conso, qualitatif, Mm. product. Ça, c'est, tu vois, dans le tempo dans lequel on a été très focalisé, beaucoup de croissance et beaucoup d'exécution au début, beaucoup de process, etc. On a développé nos machines, on a développé énormément de choses pour la tech, l'algo, la data, la R&D, parce que
zéro. Enfin bref. Maintenant, tout ça, c'est relativement stable. Là, maintenant, on va mettre un peu tout en musique. On va essayer de vachement se confronter au conso, prendre le maximum de feedback, itérer, évoluer, prendre la perspective d'experts, etc. Je pense que ça, c'est vraiment un des grands objectifs. Et ça, c'est plutôt tout le pan 1 que je t'évoquais de pourquoi on a levé de l'argent. Et après, évidemment, on veut faire du business. Donc, oui, je sais pas. En tout cas, ça se comptera en plusieurs dizaines de millions. C'est ça ouais, tu vois, c'est à 5 ans, ouais, c'est à 3 ans aussi, même à 2 ans. Sachant que là, cette année, en 2023 ou peut-être même en 2022, vous avez passé votre première dizaine de millions? Pas en 2022, mais en 2023, oui. Vous allez le passer, ok. Ouais, là, quand on annualise ce qu'on fait mensuellement, on le dépasse, ouais. Hmm. Et les scénarios que vous avez écrits avec vos investisseurs en termes de sortie, c'est quoi? Parce que c'est toujours ça aussi un peu la Ah, contrainte avec des fonds, c'est la qu'on colle. est obligé de prévoir l'exit, comme on dit. Donc c'est quoi? C'est vous revendez à un Bah gros alors, très, industriel, vous faites rentrer des nouveaux fonds? Comment ça se passe? alors, je vais être très transparent comme d'habitude. Nous, on n'a pas de plan arrêté. En tout cas, nous, en tant qu'entrepreneurs et avec nos associés fonds, on n'a pas de plan arrêté. Après, une réalité marché, c'est que les fonds, ils ont des horizons de liquidité parce qu'un fonds, c'est pas leur argent dans la majorité des cas. Ils lèvent eux-mêmes des fonds. Et du coup, cet argent doit travailler. Ils le déploient dans les boîtes. Et puis, in fine, ils doivent rendre l'argent à leurs propres investisseurs. Donc, mécaniquement, ils ont un horizon de maturité de leur investissement, qui est généralement sur du venture capital dans lequel on est, des horizons de 4-5 ans. Donc, l'horizon théorique, mais ça, c'est pas le nôtre, hein, c'est l'horizon plutôt financier de ces acteurs-là, c'est plutôt dans ces eaux-là, mais ça veut rien dire, parce que, en vrai, ça, c'est la théorie qui est applicable à tout le monde, en fait, qui n'est pas applicable qu'à nous, qui est à peu près à tout le monde. Après, nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Écoute, nous, je pense qu'on a quand même vraiment la volonté, et on croit vraiment en ce qu'on fait, quand même, c'est important. On aime ce qu'on fait, on aime l'impact qu'on a. On aime les feedbacks des consos, on aime le casse-tête dans lequel on est. Donc pour l'instant, on a vraiment cette volonté de développer cette ambition. Je pense et c'est pour ça que je te parle de cet horizon à peu près de deux grosses années là, de se dire, c'est vraiment le moment où on va pouvoir, encore une fois, mettre en musique tout ce qui a été dans notre tête depuis le début, ce qui commence à prendre forme, et de voir un peu où ça nous mène. Et tu vois, avec l'humilité, d'être capable de se dire, ok, bah, ça ressemble à ce qu'on avait imaginé ou pas, comment on rectifie, comment on ajuste. Donc je pense que notre échéance, elle est plutôt basée sur ça. Est-ce que ça sera par une nouvelle levée de fonds? Est-ce que ça sera par... alors, quel type d'ailleurs? Est-ce que ce sera du VC? Est-ce que ce sera du PI? Je sais pas. Est-ce que ça passera par une revente? Parce qu'en fait, il y a des adjacences et des synergies évidentes avec un acteur qui est capable d'apporter quelque chose d'hyper pertinent pour Cure. Bah, je sais pas. Objectivement, je sais pas. En tout cas, ce que je peux te dire, encore une fois en transparence, c'est que nous, on est quand même plutôt rationnel dans notre approche, mais qu'on a, et Jules et moi, mais par extension aussi, je crois, l'équipe et voilà, et toutes les parties prenantes, on est quand même assez emballé par ce qu'on fait et on a plutôt envie de le pousser jusqu'à ses limites. Donc, on verra où sont les limites. Vous avez déjà dû être approché par des industriels, non? Oh, oui. Oui. Régulièrement. Bah, non, mais si tu veux, en fait, c'est un. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, nous comme d'autres, il n'y a pas de. Enfin, je pense pas du tout qu'il faille. Je pense pas du tout qu'on soit unique. Ça serait présomptueux et peut-être un peu ingénu de le croire, puisque c'est un peu le métier aussi de tous ces industriels de veiller un peu à tout ce qui se fait de nouveau et de les contacter voilà, ça fait partie de leur job, quoi. Mm. Autant que voilà, autant que ça fait partie du nôtre de regarder ce que fait la concurrence. Enfin, voilà, donc oui, la réponse est oui, mais est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Je sais pas. J'aimerais bien en savoir un peu plus maintenant sur ta vie d'entrepreneur. Ah, Comment tu l'abordes, comment tu équilibres tout ça? Parce que c'est évidemment beaucoup de complexité, beaucoup de charges, à la fois de travail et mental. C'est quoi tes routines? Voilà, c'est quoi les trucs et astuces que tu peux nous partager? ah, c'est une très bonne question. Écoute, si je te réponds de manière un peu perso, bah,
pense que c'est assez basique ce que je vais dire, mais moi, ma boîte et cette aventure-là est quand même hyper au centre de ma vie, au global. Et j'en suis content. C'est pas quelque chose qui me dérange, en fait, fondamentalement. Après, je pense que j'arrive à un âge, alors on dirait que je suis vieux quand je dis ça, mais voilà, j'ai 31 ans, où en effet, en fait, on n'a plus la même fougue, on n'a plus nécessairement la même énergie. Bien sûr que oui, on en a encore beaucoup, mais moi, ça fait quand même quasiment 10 ans que je suis dans ces rythmes-là. Et donc, en effet, c'est assez important d'arriver à s'organiser. Moi, j'en suis un peu à cette phase-là, où en effet, en fait, tu vois, tu me passes cette question, mais c'est des questions que je me pose aussi. Et tu as déjà Donc, mis en place des choses justement pour affronter ça? écoute, dans les trucs assez basiques, moi, j'arrive assez bien à couper, et je me force à couper, quoi. Le Donc, soir, le week-end, les vacances? le soir, pas trop, plutôt les week-ends. J'essaie de couper un max. Avec Jules, on se dit beaucoup qu'on prend pas assez de vacances et qu'on essaie d'en prendre plus. C'est des Mm. choses qu'on a commencé un peu à mettre en place. C'est pas des trucs énormes, mais c'est important. En fait, à chaque fois qu'on prend des vacances, et nous, on impose vachement, enfin, on suggère vachement à l'équipe d'en prendre, parce que chez Cure, en vrai, ça bosse pas mal. Euh, mais voilà, ça fait partie de nos valeurs et de enfin, voilà. Je pense que tous les gens qui sont chez Cure ont cette fibre entrepreneuriale et cette ambition. On donne d'ailleurs de l'equity à tous les CDI chez Cure, donc il y a vraiment cette logique-là. Et en fait, on file pas mal de vacances et on dit beaucoup de prendre des vacances. Et en fait, on s'en rend compte, nous, à notre échelle, qu'en fait, dès qu'on prend quelques jours off, dès qu'on prend une semaine off, on revient, en fait, tu vois, les idées fraîches, l'esprit frais. Et en vrai, c'est Donc, pas du temps perdu, au contraire, c'est du ah temps non, non, vraiment créatif, c'est pas. du temps de décantation, etc. Ah, non, vraiment pas. Et c'est vrai que bon, c'est un peu bateau, mais du coup, on se le dit souvent, quoi. Et puis en fait, quand il y en a un qui rentre de vacances, il dit, ah là, putain, ouah, ça m'a fait tellement de bien, et j'ai plein d'idées, et puis il y a plein de choses qui me sont revenues, et puis en fait, j'ai ce truc-là sur lequel on se prenait la tête, en fait, ça me semble limpide maintenant, et puis tu devrais toi aussi prendre des vacances. Et puis du coup, l'autre, 2 mois plus tard, prend des vacances, et puis il se dit la même chose. Donc voilà, on essaie pas mal de s'imposer ça, et ça commence à ressembler à quelque chose. Mm. Euh, je prends ma cure, c'est pas mal, je le recommande à pas mal d'entrepreneurs. Alors c'est quoi justement toi ta routine nutraceutique? Alors j'ai quelques indices, je sais pas s'ils sont justes ou pas. J'ai noté magnésium, curcuma, bacopa et vitamine C. Ah C'est non, toi ou pas? punaise. Non, Non? c'est outdated. Non, moi, malheureusement, je prends du complexe anti-chute. Alors, je sais qu'il n'y a pas de vidéo sur ce podcast, mais Anti-chute de cheveux? anti-chute de cheveux, ouais. OK. Et donc, voilà, pour des raisons assez évidentes, malheureusement. Non, et sinon, je prends en base, j'ai tout le temps du magnésium, enfin, du magnésium, du zinc, des vitamines selon la saison. Je prends pas évidemment vitamine D en hiver. Je prenais pas mal de vitamine C. J'avais une énorme tare, c'est que j'étais fumeur, mais je ne le suis plus. Donc, je prenais aussi de la vitamine C pour me carencer. Pour Maintenant, je n'en compenser. prends plus. Donc voilà, donc j'ai souvent ça. Et puis après, moi, je teste en fait souvent. Alors ça, c'est pas forcément une bonne réponse, mais je teste souvent les produits qu'on lance aussi, évidemment. Ou les tests qu'on est en train enfin, des produits qui sont en train d'être développés. Donc j'ai souvent des trucs un peu work in progress dans ma cure. C'est quoi les nouveaux produits qui vont sortir là ou qui Ah bah, viennent je de peux pas le sortir? dire. Ou ceux qui Non, non, je viennent de rigole. sortir? Moi, je dis tout à l'échelle de cure. On est hyper transparent, mais si je dis tout sur notre département R&D, je vais me faire taper sur les doigts. Non, mais Non, ce non, qui c'est pas sort la vrai. Là, semaine on vient de prochaine. lancer. Non, non, je rigole, je rigole. Écoute, on a lancé les enzymes digestives là, récemment. On lance un concentré liquide, un nouveau, parce qu'on en a déjà lancé 3. Euh, on lance. Qu'est-ce qu'on lance là bientôt? Ça, pour le coup, les concentrés liquides, je les ai vus, c'est des fioles avec des petites pipettes, des petits Absolument. comptes-gouttes. C'est pas de la personnalisation, c'est un produit, c'est une formule complexe. T'as tout à fait raison. OK. Alors, ce n'est pas de la personnalisation, ça dépend comment tu ça Enfin, vous dépend comment. l'intégrez dans un Non, non, protocole t'as raison. global, j'imagine? Alors, pas vraiment parce que c'est pas justement, et c'est là où t'as raison, c'est que c'est pas vraiment de la personnalisation dans la composition, puisqu'en fait, il y a une composition applicable à tous. Mais c'est en termes d'usage, c'est pas de la cure de fond. C'est plutôt c'est des complexes qui sont assez dosés dans une logique d'utilisation ponctuelle sur un besoin assez intense. Donc on a notre complexe sommeil, immunité, stress. Et en fait, c'était des logiques où il y a 15 prises.
Et c'est plutôt le produit que tu as tout le temps dans ton sac. Donc là, c'est d'autres typologies de problématiques qu'on ne peut pas adresser en fait avec la cure de fond. Donc en fait, d'une certaine manière, c'est une autre manière d'être personnalisé ou de répondre aux enjeux de personnalisation du conso. Mais en effet, spécifiquement, c'est pas de la personnalisation. Voilà. Bon, bah, c'est déjà merci d'avoir partagé, toutes ces routines. Je sais pas si tu en as une autre que tu voulais Non, ajouter, non? écoute, écoute, pas beaucoup plus. Mmh. Du sport quand même, un peu. J'essaie de Quel sport? Moi, je fais un peu de tout. Enfin, moi, je suis plutôt historiquement de sport de balle et de sport co, quoi. Hein. Après, c'est de plus en plus difficile d'arriver à le pratiquer. C'est quand même un peu plus contraignant. Oui. Parce que là, en Donc, plus, tu ne dépends pas que de toi-même, tu dépends aussi des exactement. autre. Donc déjà, étant entrepreneur, ton agenda, il est un peu particulier. Euh, donc voilà. Donc ouais, après, ouais, je cours. Enfin, rien d'extrêmement intéressant. Mmh. Voilà. J'ai vu également que dans ton activité entrepreneuriale, tu étais advisor pour d'autres startups. Est-ce Ouais, que tout tu à peux fait. nous en dire 2 mots? Écoute, oui, je peux t'en dire 2 mots. Bah, déjà, je vais commencer par dire, un truc qui est hyper important pour nous, et pour moi, c'est que nous, on croit vachement en l'advisory. Heu, je pense que peu importe où est-ce que tu en es dans ta carrière entrepreneuriale, et ce que tu fais et ton niveau de connaissance et d'expertise, c'est en fait super important d'avoir des advisors. Euh, je pense qu'il ne faut pas du tout le voir comme quelqu'un qui va t'apprendre des choses constamment. Il faut le voir comme quelqu'un qui va être capable de te donner de la perspective, euh, du feedback. Alors, c'est d'autant plus vrai quand tu es entrepreneur tout seul. Nous, on est deux, donc c'est déjà pas mal. mais, euh, mais tu vois, nous, c'était c'était une évidence pour nous de s'entourer d'advisors. Là, je parle pour cœur. Hein. Bien qu'en fait, au début, on savait exactement enfin, on l'avait déjà fait, on savait ce qu'il fallait faire. Enfin, on savait. On avait quand même des fortes intuitions voilà, et puis il y avait des choses qu'on avait déjà fait et des erreurs qu'on avait déjà commises, qu'on avait. Et donc, c'est qui vos advisors, par exemple, si tu peux les citer? Ouais, alors nous, le plus emblématique, je dirais, en tout cas le plus impliqué depuis toujours, c'est le Morgan Wesh, qui est le fondateur d'une des plus grosses boîtes consumer, d'un des plus gros succès consumer tech aux US. Dans le Euh, secteur, Pas du tout, du tout dans le secteur. OK. Et donc voilà, donc lui, c'est un de nos advisors principaux. Et après, bah, nous, on a des advisors un peu naturels sur tout le code du comité scientifique, il y en a plein. Il y en avait qui étaient plus impliqués que d'autres. On a des advisors qui sont des entrepreneurs dans la pharma. Bon, bref, nous, on en a pas le plus impliqué ayant été et toujours d'ailleurs Morgan. Puis après, maintenant, on a un niveau où on a d'autres typologies d'advisory, parce qu'au board, on a des board advisors, justement, qui sont des personnes qui sont Qui sont des à no- représentants des fonds, peut-être? alors ça c'est plutôt les board members, donc ceux qui sont OK. vont être votants, Mmh. mais on a aussi des personnes qui sont là pour observer, commenter, donner de la perspective, justement vraiment dans cette logique là. Donc voilà, donc tout ça pour dire, pour moi l'advisory c'est un truc super important. Généralement quand on me pose la question de je monte une boîte, t'as pas des conseils, je leur dis bah déjà entoure-toi d'advisor. Très bon conseil, ouais. Donc vraiment ça c'est, et donc du coup bah mécaniquement on m'a demandé d'être advisor. Pour des boîtes américaines, en plus? Oui, bah parce qu'en fait ma première boîte avait plutôt bien marché, même si ça a fini en autre boudin, mais ça c'est une autre histoire, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. mais mais donc du coup j'ai vécu le super développement véloce, success story, et la fin très dure, l'exit mais dans de très mauvaises conditions, et tout l'envers du décor. Donc j'ai eu la chance de vivre un peu tout ça et de vivre cet échec, enfin à la fois cette réussite et cet échec. Et en fait du coup bah, ça avait eu son petit rayonnement si tu veux à l'époque, et du coup j'avais, voilà, puis après tu vois t'as tout un réseau d'entrepreneurs et de gens que tu rencontres, et en fonction, bah, tu vois je leur avais été demandé d'être advisor, quoi, assez simplement. Mmh. Et
et voilà. Et donc du coup, oui, j'ai ce rôle-là, Jules aussi. Il y a eu des boîtes qu'on a même en commun maintenant. Ok. Voilà, et après bon, c'est hyper protéiforme, hein. Et ça vous nourrit dans votre propre vision stratégique de votre boîte ou pas forcément? C'est alors directement, pas vraiment. Indirectement, oui, parce que en fait, tu es advisor, mais tu parles aussi à un entrepreneur qui lui aussi te donne des feedbacks, tu vois. Mmh. Nous, on n'est pas non plus des mecs en fin de carrière ultra chevronnés qui sont dans notre boudoir en train de fumer un cigare et de donner des conseils. Mmh. Donc en fait, nous, tout dialogue et échange avec un entrepreneur, ou pas d'ailleurs, je parle d'entrepreneur, mais c'est pas forcément un entrepreneur, mais est nourrissant. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, même si c'est toi l'advisor, tu donnes la perspective, tu vas te demander la perspective sur une idée qui est en train de développer, bah, juste le fait qu'il te parle de cette idée, ça va potentiellement, toi, faire germer d'autres idées applicables à ton business. Donc ouais, je pense que ça a de la valeur. Mmh. Avant de conclure, j'aimerais bien avoir ta vision du marché. Comme ça fait quelques années maintenant que tu l'observes et que tu le disruptes d'une certaine façon à travers Cure. C'est quoi ta vision du marché nutraceutique et de ces grands enjeux là, des prochaines années ou de la prochaine décennie? Alors on en a pas mal parlé tous les deux, justement, tu l'as évoqué Oui. à l'Assemblée Générale du Synadiat. Alors c'est un sujet qui est hyper intéressant, je pense, qui est aussi assez complexe. La réponse simple, c'est que je pense que c'est un marché qui bouge beaucoup et qui bouge presque de plus en plus. C'est un marché qui se transforme, qui se rigidifie, qui se complexifie aussi. Et tout ça, je pense, dans le bon sens de l'histoire. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Et quand je dis, qu'est-ce que ça veut dire quoi le bon sens? C'est le sens de l'impact que ça a pour le conso. Parce que bon, alors bon, je veux pas du tout sembler être un bisounours, bien sûr que on reste des business et in fine, l'objectif c'est de faire du chiffre et de faire du profit, hein, mais si on peut avoir de l'impact, c'est quand même bien. Et donc je pense que tout ça, ça va dans le bon sens. Donc la réponse assez globale, elle est là. Je pense qu'il y a et après il y a beaucoup de sous-jacents à ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs historiques qui ont pris ce tournant-là et qui sont aussi des moteurs, qui cherchent eux-mêmes à se réinventer, à s'adapter, et ça veut dire plein de choses. Alors moi, évidemment, j'ai plutôt un prisme digital et tech, mais il y en a plein qui essaient de le faire aussi hein, dans les historiques. C'est qui C'est pour toi les historiques qui ont le mieux pris le virage? Oh là là, tu me demandes de citer. Je sais. Bah bon, en tout cas dans ceux qui sont assez visibles, en tout cas récemment, il y a quand même un DA qui a fait un gros LBO et dans cette logique vraiment d'essayer de créer une espèce de leader assez tentaculaire, assez international d'ailleurs hein, dans leurs objectifs. En tout cas, là, je ne fais que relater la presse. Mmh. Donc je pense que eux, voilà, ils sont dans cette mouvance-là où ils essaient de se réinventer et ils se reposent pas sur les lauriers de leur business. Euh, Parce que il faut le dire, on est dans une industrie où euh, historiquement les marges sont fortes. Mmh. Et donc historiquement, bah, on vit quand même plutôt bien dans cette industrie. Oui. Donc on s'est pas forcément beaucoup remis en cause. Donc on sait pas forcément. Alors ouais, je pense que en tout cas c'est moins. L'innovation s'impose moins à toi. T'as moins le truc où tu te retrouves dans une war room, dans une salle de réunion de ton bureau en te disant putain là on est en train de se faire attaquer de partout, on est en train de retard à niveau innovation, on a envie d'avoir plus d'impact. Voilà, je pense que tu vois t'as moins cette étincelle là quand t'es dans un business, dans une industrie où les marges sont fortes et donc du coup t'es vite confortable en fait. Donc après tout dépend et moi je le critique pas du tout parce que je pense que c'est bien aussi tu vois, l'entrepreneuriat c'est pas forcément de faire la boîte la plus grosse et c'est pas voilà, tu vois, c'est pas forcément le but. Si tu fais un truc qui, tu vois, ça reste des individus derrière. Si tu fais un truc où tu as des consommateurs satisfaits, une équipe satisfaite, toi personnellement satisfait, que tout le monde a son équilibre et que ça marche, tant mieux quoi. Enfin, franchement, tant mieux. Faut pas toujours chercher à aller nécessairement plus loin, ça correspond pas à tout le monde et Mmh.
Et voilà. Mais je pense que du coup, mécaniquement, quand même, ça manquait de cette impulsion. Et en fait, là, comme ça se transforme, comme il y a aussi des nouveaux acteurs qui rentrent de plein de manières différentes, qui viennent un peu chatouiller, comme il y a certains des acteurs qui, depuis maintenant un certain nombre de temps, a pu prendre des virages intéressants. Et justement, sur les nouveaux Comme acteurs, c'est quoi les marques que tu admires en France et ailleurs d'ailleurs, hein, sur la Nutra. ouais, sur la Nutra. Alors ça dépend, je peux en admirer de plein de manières différentes. Non, mais tu vois, je pense que alors sur le côté produit pur, Oui. il y en a un certain nombre qui font des choses hyper intéressantes aux US, des boîtes comme Seed, comme Athletic Greens, comme Nutrafol, voilà, c'est des boîtes qui font des choses hyper intéressantes dans le fond. D'un point de vue scientifique, il y a des boîtes qui sont super bien exécutées d'un point de vue, je sais pas, branding, t'en as plein. Même, enfin, tu vois, nous, Sur le branding, tu citerais qui? Bah, je pense que Keref a fait un super boulot. Mmh. Je pense qu'en France, il y en a hein, des boîtes qui font de la Nutra, qui font des super marques, je sais pas, des boîtes comme M. Il y en a plein. Franchement, il y en a beaucoup qui font du bon branding en fait. Nous d'ailleurs, on fait partie de ces néo-marques. Alors, notre branding, il est identifié et on a ce positionnement scientifique et tout, mais on n'est pas je dirais, on n'est pas les plus marketeux en fait, nous, de notre génération entre guillemets. Mmh. Mais ouais, je pense qu'il y en a plein. Franchement, la majorité de nos concurrents, enfin de nos concurrents, des boîtes digitales qui sont lancées récemment, franchement, font des super branding. T'as des boîtes qui ont fait des espèces de play business hyper intéressants. D'ailleurs, même dans et entrepreneuriales, qui sont plutôt inspirants d'un point de vue entrepreneurial. Je sais pas, des boîtes comme NHCO, ça a été des super réussites. Je sais pas moi, même l'Achillée, alors sans rentrer dans le débat, mais ça a été une réussite business hyper forte, même si le produit peut être questionnable enfin bref, peu importe, mais en tout cas l'exécution business et la réussite business est Très rapide hyper véloce et hyper intéressante. Donc voilà, il y a plein d'angles d'admiration différents. Je te fais un peu une réponse pour tout, mais c'est vrai quoi, tu vois, t'as du bon à piocher de partout, t'as des choses qui sont moins bien aussi. Je pense qu'après, tu vois, c'est un podcast pour les entrepreneurs, donc voilà, mais je pense qu'il y a aussi cette logique-là. In fine, ça correspond à l'entrepreneur et à l'impulsion, enfin, pas que l'entrepreneur, mais il y a beaucoup de ça, en fait. Donc, là où les entrepreneurs, finalement, restent tu vois, les organes un peu des émanations et de la perception externe d'une boîte, quoi. Donc, voilà. Mais ouais, donc je pense que le marché bouge pas mal et je pense que c'est bien. Et je pense que du coup, bah, il est un peu plus visible. Je pense que le consommateur est de plus en plus éduqué. Je pense que du coup, mécaniquement, ben, les réglementations tendent à se rigidifier et tant mieux parce que ça évite que il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont fait un peu n'importe quoi pendant pas mal d'années. Enfin, n'importe quoi. En tout cas, qui n'ont pas fait l'effort additionnel, je dirais, nécessaire d'un point de vue qualité. Et maintenant, tout le monde est quand même globalement un peu plus contraint de le faire, et tant mieux, c'est bien. Parce que c'est bien in fine pour le conso. Le conso est de plus en plus exigeant. Enfin bref. Donc du coup, en fait, tout va un peu dans le bon sens et tend vers plus d'innovation, plus de créativité, plus de solutions pour le conso, plus de... Voilà, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Je pense que nous, on apprend beaucoup. Et on essaie à notre petite échelle de contribuer, d'essayer voilà, de créer aussi peut-être d'autres ponts. Voilà. Ouais, je pense que vous contribuez à réinventer ce marché très clairement, hein. Ouais, on Bien essaye. sûr. On essaye. Mais en fait, on apprend beaucoup. Moi, j'adore avec, tu vois, on parlait de cette assemblée générale du Synadiet, il y a eu d'autres événements moi, auxquels j'assiste. Oui, c'est quoi tes sources d'inspiration? Comment tu te maintiens en veille sur ce secteur Alors qui ouais, bouge alors beaucoup? nous, on fait plein de trucs. Nous, on fait les événements. Bon, on est au Synadiet du coup. On fait des événements. On fait le VitaFood, pardon, ça m'échappait. Évidemment, il y a le Supply Side aux US. Il y a les Nutriform Business Days en France, qui s'internationalise, mais moi que j'adore parce que là, pour le coup, il y a vraiment. Je crois que tu y vas ou tu y étais d'ailleurs. Oui, mais Mais, j'y vais à chaque édition depuis la création, oui.
Voilà. Et bah, nous, ça va être la 4e où on y va. Et en effet, c'est hyper utile. Et en fait, nous, on est souvent un peu dans notre coin, on regarde, on écoute, on entend, on discute, on apprend. Et c'est hyper utile. C'est hyper utile pour nous. Et en fait, on se rend compte qu'en France, c'est pas une industrie si immense que ça, en fait. Non, c'est un village. C'est voilà, beaucoup de gens se connaissent. Et je pense que ça, c'est assez important. Je pense que, tu vois, même si je vais un peu plus loin, et là, je pense que nous, et j'en parlais au début du podcast, mais on espère en tout cas pouvoir jouer un rôle d'agrégateur, de facilitateur, d'une espèce de conduit un peu de centralisateur. Pas forcément, et justement peut-être arriver à créer des ponts. Tu vois, on met souvent en antagonie, je sais pas, industrie, recherche, on met souvent en antagonie tech, industrie. Voilà, nous, je sais pas comment, on verra. Mais j'espère que, tu vois, on pourra aussi avoir cet impact-là. Et je pense que ouais, l'industrie le fait de plus en plus et c'est bien. Complètement. Écoute, en guise de conclusion, je voulais partager avec toi une devise qui est la devise de Nutrikeo et du podcast. C'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est une citation de Mark Twain. Et toi, qu'est-ce que tu pensais impossible et pourtant tu l'as fait? Ça c'est. Alors là, il y en a plein. Quelle est la plus impactante? Il y en a plein qui me viennent, mais pas forcément les plus intéressantes. Qu'est-ce qui me semblait impossible pendant que j'ai fait? Je pense que automatiser de la personnalisation à échelle, en tout cas à notre échelle, ça nous semblait quand même bien complexe. Et beaucoup de gens avaient dû vous dire que ce n'était pas possible. Voilà. Et puis, on l'a fait. En tout cas, à ce stade. Non sans peine et non sans sueur et non sans erreur. mais voilà. Et c'est pas fini, t'as tout à fait raison. Puisque ça reste un enjeu constant et que tant qu'on grossit, il faut anticiper la suite, quoi. Mais ouais, ça, c'était quand même un gros challenge. Gros challenge, Et ouais, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie aussi de nos éléments assez structurants et assez différenciants. Écoute, un grand merci Hugo pour tous ces partages. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, c'était un plaisir d'échanger. Ouais. Écoute, c'était un grand plaisir aussi pour moi de t'écouter. Puis j'espère que tous ceux qui nous écoutent ont aussi appris beaucoup de choses sur le marché et sur l'entrepreneuriat. Où est-ce qu'on peut retrouver les produits Cure? Alors exclusivement sur la plateforme Cure ou il y a d'autres points de distribution? Quasi exclusivement sur cure.com et également en pharma. Maintenant, dans quelques pharma, on est en train de déployer une offre qu'on est en train de tester. D'accord. Pour faire de la personnalisation en pharma. Mais c'est si vous tombez sur les poignées de pharma qui ont nos produits, c'est en bêta test alors. C'est en bêta, exactement. D'accord. Avec quand même de la personnalisation. Ouais. Ok. Bon très bien. La suite au prochain épisode. On se refait un podcast dans un an et puis je te dirai où ça en est. Avec grand plaisir. Écoute, merci encore pour ton temps et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Culture Nutrition. Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez le partager, mettre un maximum d'étoiles. On est disponible sur toutes les plateformes, Apple et les autres, Deezer, Spotify. Donc n'hésitez pas à commenter et à partager à tous les gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat dans la nutrition. À très bientôt et merci beaucoup Hugo, à très bientôt. Merci beaucoup, merci. Salut, bonne journée. Bye bye.